Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de EDEN Télévision, auditeurs de Diaspora FM, c'est un énorme plaisir de vous retrouver ce dimanche pour un autre numéro de votre émission L'Entretien du dimanche. C'est vrai que l'atmosphère est lourde, le Bénin est encore sous le choc du terrible accident de bus survenu il y a exactement une semaine aujourd'hui sur le tronçon Parakou-Cotonou. Alors que tout est mis en œuvre pour élucider ce drame et que des parents continuent malheureusement d'enterrer encore leurs morts, nous autres, nous avons choisi de poser quelques questions au corps médical très sollicité en ce moment. Le premier qui nous est revenu ou qui nous est venu à l'esprit est bien évidemment le professeur d'anesthésie-réanimation à la faculté des sciences de la santé du Bénin. Il est ancien vice-doyen de la dite faculté et actuellement patron du service de réanimation du Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotokou Maga de Cotonou. Nous avons donc comme invité aujourd'hui le professeur Eugène Zoumenou. Professeur Zoumenou, bonjour. Bonjour, monsieur Abalo. C'est vrai que vous sortez, ou vous êtes encore, vous ne sortez pas encore, chaque jour vous êtes au CNHU, vous voyez un peu ce qui s'y passe, dans quel état se trouvent actuellement les derniers rescapés de ce terrible accident de Dassar. Bonjour monsieur Abalo, bonjour à tous les téléspectateurs. Avant de répondre à cette question, permettez-moi quand même de dire une pensée émue pour les victimes et toutes mes condoléances les plus sincères aux familles éplorées. Chacun de nous, quelque part, est éploré aussi. Moi, j'ai des membres, des parents et des amis qui font partie également des victimes de ce terrible accident. Quand vous me posez la question de savoir dans quel état se trouvent les derniers rescapés, je suppose que vous parlez de ceux qui sont venus au CNHU, ceux qui sont venus au CNHU et surtout ceux qui sont venus en réanimation au CNHU. Je sais que ceux qui sont au CTE, le centre de traitement ambulatoire de Calavier, se portent bien. Certains du CNHU aussi se portent bien également. Mais ceux qui sont venus en réanimation, qui sont les plus graves, nous avons connu encore quelques décès en réanimation, mais nous en avons encore certains qui sont là et qui sont quand même dans un état stable. Ça veut dire que le pronostic vital est engagé, professeur? Nous sommes encore dans le délai où le pronostic vital reste toujours engagé puisqu'il nécessite encore des soins de réanimation lourdes. Donc en fait, ça veut dire que le bilan peut s'alourdir d'ici quelques jours. C'est ce que nous essayons d'éviter, c'est ce contre quoi tout le système se bat, le ministre de la Santé, le gouvernement, la direction du CNHU. Tout est le service de réanimation, tout est mis en œuvre pour que nous puissions quand même en sauver les derniers. D'accord. Alors, dites-nous exactement, professeur, comment est-ce que les répartitions des blessés par brûlure ont été faites? Tantôt, certains sont venus à Calavi, d'autres à Cotonou. Sur quelle base ça a été fait? La répartition s'est faite sur le principe de ce que nous appelons le triage. C'est un principe qui est utilisé chaque fois qu'on a des afflux massifs de blessés. Chaque fois qu'il y a un grand nombre de victimes en même temps, on essaie toujours de trier pour savoir qui sont les plus graves, qui sont ceux qui ont des détresses vitales, c'est-à-dire dans les fonctions vitales qui peuvent avoir des problèmes respiratoires, des problèmes circulatoires ou des problèmes neurologiques. Et on essaye de voir les plus graves. Et en fonction de la gravité, on oriente vers les centres qui peuvent prendre en charge. En fonction de la gravité, on utilise des moyens de transport également. Vous comprenez bien que les plus graves vont avoir des ambulances médicalisées, alors que les moins graves n'auront pas besoin d'ambulances médicalisées. Mais pour répondre plus précisément à votre question, je dirais qu'il y a des paramètres qui rentrent en ligne de compte quand il s'agit précisément des brûlures ou des brûlés. Ok. D'abord, on tient compte de la surface corporelle. C'est-à-dire? La surface corporelle brûlée. Si on prend la peau
toute notre peau comme un drap, si on pouvait déplier la peau comme un drap, on va regarder quelle est la partie brûlée et quelle est la proportion de cette partie brûlée par rapport à la surface totale Du corps. de notre peau, de la peau qui recouvre notre corps. Plus la surface corporelle brûlée est élevée, plus la brûlure est grave. Et plus le pronostic vital est engagé. Le pronostic vital est engagé. Et la surface corporelle, on considère qu'une brûlure est grave lorsqu'on prend le paramètre surface corporelle brûlée dès 20%. Dès que vous avez 20% de votre surface corporelle qui est brûlée, vous êtes classé comme brûlure grave. Et pour vous donner une image, les deux membres supérieurs qu'on appelle aujourd'hui membres thoraciques, donc avant-bras de là à là, de chaque côté, c'est 9%. Donc les deux, ça fait 18%. Déjà 18%. Si vous êtes brûlé que là et là, vous avez déjà 18%. C'est déjà grave. Vous êtes déjà proche des 20%. Si vous êtes brûlé sur déjà la partie antérieure du tronc, vous êtes déjà à presque 18%. La tête, c'est 9%. Donc, il y a des règles que nous utilisons pour pouvoir, on dessine les parties brûlées et ça permet de calculer la surface corporelle brûlée. Et donc, c'est le premier paramètre, mais ce n'est pas le seul paramètre. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Oui. Entre deux brûlés qui ont des surfaces corporelles brûlées à peu près égales, qui sont considérées comme graves, celui qui a des détresses vitales, c'est-à-dire sur le plan respiratoire, il a des difficultés, sur le plan circulatoire, il a des difficultés parce que sa tension artérielle chute, sur le plan neurologique, il n'est pas tout à fait conscient, il est encore plus grave que le don. Deuxième paramètre, ce sont les détresses vitales, respiratoires et circulatoires. Troisième paramètre, c'est la localisation, notamment les brûlures de la face. Vous avez vu quelqu'un qui a une brûlure de la face, vous avez les narines, vous avez la bouche, peut avoir des difficultés respiratoires également. Et des brûlures au niveau des plis, des articulations, des brûlures au niveau des mains et des pieds qui ont un risque fonctionnel sont considérées comme des brûlures graves. Mais vous comprenez que pour le transport et l'orientation, ce qui va entrer en ligne de compte, surtout ici, c'est la surface corporelle brûlée et les défaillances vitales comme les problèmes respiratoires, les problèmes circulatoires. Mais dans le cas de Dassa, professeur, on peut dire que il y a eu plusieurs cas où nous avons eu totalement plus de 20% de brûlures. Il y en a eu beaucoup. Et quand vous prenez le cas de Dassa, où c'est une brûlure par incendie, il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte, c'est l'inhalation de fumée. Et quand un brûlé a inhalé de la fumée, il peut avoir moins de 20% de surface corporelle brûlée et être grave. Parce que ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il a des brûlures à l'intérieur. Il a déjà des lésions à l'intérieur. Et il peut avoir de graves problèmes respiratoires en fonction de la quantité de fumée qu'il a inhalée. Il y a la fumée déjà elle-même, il y a la suie de la fumée, et puis il y a le monoxyde de carbone qui est inhalé aussi. Donc ces brûlés d'incendie qui ont inhalé de la fumée sont aussi des brûlés graves. Donc en fait, les voies respiratoires, certainement avec le monoxyde de carbone dont vous parlez, les voies respiratoires ont été touchées sévèrement de façon à ce que on note que les gens n'ont même plus la force ni la possibilité de pouvoir faire quelque mouvement que ce soit, c'est ça, professeur? D'abord, ils ont respiré de la fumée de l'air chaud qui brûle les voies aériennes. Ils ont respiré de la fumée et ils se trouvent dans un environnement où la qualité de l'air n'est pas bonne. En termes de qualité de l'air, c'est la composition en oxygène. C'est la fraction en oxygène qui est dans cet air. Vous et moi, là où nous sommes ici en train de parler, nous avons 20 à 21% d'oxygène dans l'air. Dans un espace clos où il y a de l'incendie, où il y a le feu, il y a la fumée, où l'air ne circule plus, il n'y a plus suffisamment d'oxygène. S'il n'y a plus suffisamment d'oxygène, vous n'avez pas suffisamment d'oxygène au niveau du cerveau, donc vos capacités de réaction diminuent.
vous n'avez pas tous vos esprits pour réagir, pour décider de fuir, pour décider même de prendre un marteau comme certains disent, pour décider de prendre un marteau. Il faut que ça se fasse vite. Sinon, dès que vous manquez d'oxygène, votre cerveau n'a plus la capacité de réagir comme en situation normale. De la même façon, vous avez inhalé du monoxyde de carbone qui va, une fois inhalé, va être absorbé au niveau du sang et aller se fixer sur les globules rouges. Or, vous savez que ce sont les globules rouges qui transportent l'oxygène. Déjà, il n'y avait plus suffisamment d'oxygène, mais en plus, le transporteur d'oxygène est occupé par le monoxyde de carbone et le peu d'oxygène qu'il y a ne peut pas être transporté par les globules rouges. Ça aggrave d'autant plus le manque d'oxygène au niveau du cerveau et le monoxyde de carbone lui-même, indépendamment de l'hypoxie que ça crée, vous paralyse. Donc, en fait, professeur, ceux qui étaient dans le bus n'auraient même pas pu réagir, ils n'auraient même pas pu se sauver. Ce n'est pas se sauver tout seul. Oui. Ils n'auraient pas forcément pu se sauver tout seul. Ça dépend du degré d'hypoxie, donc de manque d'oxygène au niveau du sang et donc au niveau du cerveau. Mais ça dépend aussi du degré de monoxyde de carbone qui occupe les globules rouges et qui fait que non seulement ils ne transportent pas d'oxygène, mais en plus, ils n'ont plus la force dans les muscles comme en temps normal. Donc, cela peut expliquer largement... ils ne peuvent pas se sauver tout seuls. Ils avaient besoin que les sauveteurs viennent de l'extérieur. Oui, mais après la répartition, professeur, au niveau des différentes ambulances, comme vous l'avez dit, qu'est-ce qui peut expliquer, comment peut expliquer que des blessés dans des circonstances pareilles, par brûlure aussi grave, puissent être transportés de Dassa jusqu'à Calavi pour les uns, jusqu'à Cotonou pour les autres. Dans ces conditions-là, est-ce que nos hôpitaux de zone que nous avons ça et là n'auraient pas pu gérer ce type de catastrophe? Oui et non. Oui et non. Ici, nous sommes dans une situation de catastrophe. Dans un premier temps, il y a eu un triage qui a permis de savoir quels sont les plus graves qui avaient besoin de soins urgents. N'oubliez pas que le SAMU a été mobilisé sur place pour prendre en charge les plus graves. Mais depuis Cotonou, quand même. Malheureusement, depuis Cotonou, pour prendre des abords veineux et commencer à perfuser avant de les transporter sur des ambulances qui ne sont pas médicalisées. Les plus graves, eux, ont été pris en charge directement par les ambulances du SAMU, où il y avait des médecins, où il y avait de l'oxygène qui pouvaient les prendre en charge. Maintenant, votre question précise, c'est si on pouvait les prendre en charge dans les hôpitaux dans les environs de zone, pas tous. Les plus graves qui ont besoin de réanimation en temps ordinaire, vous savez qu'au niveau de notre pyramide sanitaire, nous n'avons pas de réanimation partout. Nous n'avons pas de réanimation dans tous les hôpitaux de zone. Il y a eu des efforts pour que, par exemple, l'hôpital de zone de Calavi ait un service de réanimation, mais ce n'est pas le cas dans tous les services. Il y en a pas à Parakou, à côté? À Parakou, il y a un CH, il y a un centre hospitalier départemental qui a une réanimation. Mais quand vous dites à côté, on est à Dassa. Oui. On est à Dassa, on est à 3 à 4 heures de Cotonou et pratiquement pareil de Parakou. Donc, et Cotonou est plus équipé que Parakou. Donc, je crois que c'était judicieux de faire venir à Cotonou ceux qui avaient besoin de réanimation lourde. C'était surtout ça. Ceux qui avaient besoin de réanimation lourde, c'est eux qui ont été principalement transportés à Cotonou. Et il y avait eu un souci aussi de regroupement pour faciliter la prise en charge. Et pendant ce temps, les brûlés souffrent. Rassurez-nous que dans l'ambulance, ils sont traités convenablement pour pouvoir tenir jusqu'à Cotonou, Calavi et ailleurs. D'abord, les ambulances du SAMU sur place, je vous disais tout à l'heure,
ont aidé à mettre en place des perfusions pour ceux qui en avaient besoin, mais aussi ont donné de la morphine pour soulager la douleur des patients. Et naturellement, ceux qui ont été transportés par les ambulants du SAMU aussi ont eu des perfusions, ont eu des antidouleurs et ont eu de l'oxygène. Professeur, est-ce que il n'est pas temps pour notre pays, le Bénin, de penser à unifier les actions d'intervention dans ce genre de catastrophe? Vous savez qu'il y a eu incendie, c'est vrai qu'il y a plusieurs niveaux d'intervention. Vous l'avez clairement expliqué, le niveau des sapeurs-pompiers et le niveau médical. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné réellement pour qu'on puisse en arriver là? Dans un grand incendie, dans des cas d'incendie grave comme on a connu ici, il y a, comme au quotidien, deux systèmes préhospitaliers, deux acteurs principaux en préhospitalier qui travaillent en synergie. Au Bénin, il faut reconnaître que le premier acteur, ce sont les sapeurs-pompiers. Ce sont les sapeurs-pompiers parce qu'ils ont une belle organisation au niveau territorial. Ils ont une couverture nationale. Et quel que soit le lieu où on se trouve, les sapeurs-pompiers peuvent se déployer très rapidement. Mais en plus, dans une catastrophe comme celle-ci, tant que les sapeurs-pompiers ne sont pas intervenus, les secours médicaux ne peuvent pas intervenir parce que les médecins ne vont pas dans le feu. Les médecins ne font pas de la désincarcération. Donc, dans un premier temps, forcément, ce dont on avait besoin sur le terrain, ce sont les sapeurs-pompiers. Ils ont été défaillants, selon vous? Je n'ai pas été sur les lieux, je n'ai pas su exactement... Puisque apparemment, vous avez suivi certainement les réactions. À aucun moment, on a vu les sapeurs-pompiers être vraiment présents à l'origine du sinistre. Ça pose problème, peut-être un problème de communication que je ne comprends pas très bien, sur lequel je ne peux pas m'étendre. Mais je sais que dans une situation comme celle-ci, nous sommes deux acteurs à intervenir. C'est les sapeurs-pompiers qui sont les secours immédiats et secours incendie, et nous avons les secours médicaux. Pour que les secours médicaux puissent intervenir dans cette chaîne de secours, il faut forcément que les sapeurs-pompiers aient pu sécuriser les lieux, aient pu dégager les blessés de lieux dangereux et que en aval, les médecins, les secours médicaux puissent agir. Et au Bénin, je vous dis encore une fois, les sapeurs-pompiers ont pris de l'avance le système des sapeurs-pompiers a pris de l'avance sur le SAMU qui a pendant très longtemps a eu des antennes départementales qui malheureusement ne fonctionnent pas tout à fait actuellement. Et depuis 2 ans, il y a un programme de réhabilitation du SAMU qui est en cours pour permettre une couverture au niveau national. La population ne peut pas encore voir ça, mais il y a un travail qui se fait en profondeur pour que dans 1 an ou 2, le SAMU puisse avoir une couverture nationale qui permet ensuite de faire une liaison avec les sapeurs-pompiers, peut-être même avec un numéro d'appel unique, avec une régulation unique pour que quand il y a un besoin de secours, on puisse, avec la régulation, analyser pour savoir est-ce que c'est les sapeurs-pompiers qui vont se déployer ou le SAMU, ou dans certaines situations comme celle-ci, les deux. D'accord. Alors nous allons revenir, si vous nous permettez, professeur, aux lésions par brûlure. C'est vrai qu'on a entendu beaucoup de choses ça et là. Certaines personnes ont pensé que il fallait apporter des secours d'urgence aux brûlés plutôt que de prendre les téléphones portables et de filmer les images. Quelle est la première conduite, et ça c'est à l'attention de nos téléspectateurs auditeurs, quelle est la première conduite à tenir lorsqu'on se retrouve en face d'un blessé par brûlure? Si je cherche à répondre directement à votre question, ça ne va pas correspondre exactement à la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés. Ici, nous avons un bus qui est en feu
Nous avons un bus qui est en feu avec les blessés, les victimes à l'intérieur. Donc ceux qui vont venir en secours doivent se protéger eux aussi. On ne peut pas concevoir qu'ils se mettent en danger, soi-disant pour sauver d'autres victimes. Bon. Ceci étant, si le feu, le bus était encore accessible, c'est comment faire pour aider les victimes à sortir, notamment en cassant les vitres, en essayant d'ouvrir. Encore que le plus important, c'est éteindre le feu. Vous comprenez que tant qu'il y a un brasier, vous n'aurez pas beaucoup de secouristes qui iront se jeter dans le feu. Je crois que le plus important ici aurait été d'éteindre le feu. On condamne beaucoup les citoyens qui n'ont pas pu aller vers le bus. Mais est-ce qu'ils auraient pu? Parce que c'est qu'on parlait d'eau. Un bus qui est un brasier. Oui. Je ne sais pas si on peut s'y jeter en espérant sauver. On peut quand même jeter de l'eau là-dedans. C'est ça qui est. On peut jeter de l'eau. Encore faudrait-il avoir de l'eau à proximité. Et vous savez, il faut de l'eau sous pression. Pour réussir, il faut de l'eau sous pression. Ce n'est pas de l'eau simple. Non, je ne suis pas sûr que ça aurait marché. Il faut de l'eau sous pression. C'est là où on revient à la question de la disponibilité des sapeurs-pompiers. D'accord. C'est vrai que vous étiez enfermé à l'hôpital tout ce temps. C'est peut-être vrai que l'actualité vous a échappé un tout petit peu, mais devant cette tragédie, le gouvernement béninois a pris quand même certaines mesures, dont notamment la réalisation de tests ADN pour pouvoir identifier les victimes. Est-ce que c'est possible d'en arriver là, compte tenu des circonstances de ce drame? Oui, c'est possible d'en arriver là. Avec les restes humains, on peut toujours faire le test d'ADN qui est disponible au Bénin depuis plusieurs années. Le test d'ADN se fait au Bénin, mais vous savez, cette question revient surtout aux médecins légistes. Il y a une cellule médico-légale qui est à pied d'œuvre et qui va travailler pour aider les familles à pouvoir faire le deuil, parce que c'est après avoir enterré que les familles peuvent faire le deuil. Et je remercie et félicite le gouvernement pour cette décision. Voilà, c'est une chance pour nous de vous avoir sur le plateau, professeur. Cette chance nous permet de parler maintenant, si vous le permettez, de votre service au niveau du CNHU, le service de la réanimation. Comment se porte le service de la réanimation au CNHU de Cotonou? C'est une question difficile. C'est une question difficile parce que malheureusement, je ne peux pas vous dire que le service de réanimation se porte très bien. Si ça va bien, dites-nous que ça va bien. Non, le service de réanimation, je ne peux pas vous dire que le service se porte très bien parce que vous savez, la réanimation est une spécialité lourde. Et la réanimation est une spécialité qui est tributaire de beaucoup de la médecine préhospitalière dont nous venons de parler et des urgences. Vous savez, c'est une chaîne. Oui. Comment la prise en charge préhospitalière, ça s'est fait? Comment les premiers soins aux urgences ont été réalisés? Et puis après, la victime ou les patients viennent en réanimation. Si on prend le cas ici, vous avez vu que c'est plusieurs heures après que nous les avons reçus à l'hôpital, alors qu'en termes de brûlure, il faut commencer à perfuser très rapidement. Donc ces patients-là, quand ils viendront chez moi, ils ont déjà un handicap important. Donc quand le système ne fonctionne pas encore bien en préhospitalier, urgence, puis ensuite réanimation, la réanimation ne peut pas bien se porter parce que malheureusement souvent la réanimation devient un peu l'antichambre de la mort parce que vous amenez des blessés, des patients qui sont de plus en plus graves. Donc c'est important que le système soit bien organisé en amont. Ça c'est le premier handicap de la réanimation au Bénin. Le deuxième handicap de la réanimation au Bénin, c'est en termes d'équipement. Et ces équipements ont besoin de maintenance. Le Bénin investit beaucoup en équipement. Malheureusement, nous n'arrivons pas à les maintenir
Et Vous n'arrivez pas à le maintenir. parce qu'on n'a pas toujours les compétences qu'il faut, et un peu l'organisation qu'il faut. Et vous avez des équipements aujourd'hui, vous avez des respirateurs. euh, ces appareils ne durent pas. Parce qu'il y a un problème de maintenance, il y a un problème de climat aussi un peu qui agit, mais c'est vraiment un problème de maintenance. La culture de la maintenance, les compétences en maintenance. Et l'autre handicap, vous savez, la réanimation nécessite des ressources humaines. Des ressources humaines, aussi bien des infirmiers qui sont formés pour ça et des médecins qui sont formés pour ça. Mais vous savez que le Bénin a à peu près 2 médecins anesthésistes réanimateurs par million d'habitants. 2 seulement. Par million d'habitants, nous sommes 12. Nous sommes à peu près 12 millions. Il y a moins de 30 médecins anesthésistes réanimateurs au Bénin. Donc, on a à peu près 2 par million d'habitants. Si on compare au Maghreb, ils sont à 30 par million d'habitants. Si on compare à la France, ils sont à 200 par million d'habitants. Le Bénin est à 2 par million d'habitants. Nous n'avons pas de médecins urgentistes formés au Bénin. Donc, c'est un handicap également qui est important. Or, nous formons des médecins anesthésistes réanimateurs. Vous les formez à la faculté des sciences de la santé. Depuis l'année 96, il y a une formation de médecins anesthésistes réanimateurs au Bénin. Où sont-ils alors, ces médecins que vous formez, professeurs? Depuis les années 2000, depuis l'année 2000, moi je fais partie des premiers à être formés par l'école du Bénin. Depuis 2000, le Bénin forme des médecins anesthésistes réanimateurs, mais il y en a beaucoup qui ne restent pas pour travailler au Bénin, qui repartent. Le Bénin a des médecins urgentistes qui ont été formés dans différents pays, mais qui ne travaillent pas. Au Bénin, nous allons encore bientôt mettre en place une formation en médecine d'urgence au Bénin, mais il y a une bataille à faire pour que ces spécialistes formés restent dans le pays. Vous avez suivi. Comment vous expliquez ça, professeur? C'est un sujet très important. Comment vous expliquez que vous mettiez autant de moyens, autant d'énergie, autant de temps à former des médecins qui finalement ne servent pas le pays? Vous avez vu que le Bénin, le gouvernement a octroyé des bourses pour que les médecins soient formés. Ça veut dire que le gouvernement est conscient de ce problème. Il y a 2 ans, nous avons eu 10 bourses pour former des médecins, pour recruter des médecins anesthésistes pour être formés. Nous venons d'avoir encore 10 nouvelles bourses pour 10 autres. Nous avons eu des bourses pour former des infirmiers spécialisés en anesthésie réanimation. Donc, le travail se fait, mais l'attractivité, c'est un métier difficile. L'anesthésie réanimation, c'est un métier difficile. Et si vous les essayez dans un milieu où vous n'avez pas tous les équipements, où vous n'êtes pas nombreux, c'est encore plus difficile et c'est peu attractif pour les jeunes spécialistes que nous formons, qui n'ont pas la patience d'attendre quand ils vont. Il faut une partie de leur formation en Europe. Ils vivent des conditions de travail qui sont complètement différentes des conditions de travail qu'on leur offre, que nous leur offrons ici, dans lesquelles nous-mêmes, nous travaillons. Ils n'ont pas la patience d'attendre que ces conditions s'améliorent. Mais je suis sûr que si les conditions s'améliorent, ils vont rester un peu plus. Et les boursiers qui sont en train d'être formés, j'espère qu'eux, ils resteront et ils ont pris l'engagement de travailler au Bénin. Ils resteront. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que je ne peux pas vous dire que la réanimation se passe sur ce cas précis, professeur, il n'y a aucun moyen de les obliger à travailler pour le pays? Je ne suis pas sûr que vous soyez capable d'obliger quelqu'un à travailler pour le pays. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une loi qui oblige un citoyen béninois à travailler au Bénin. Vous savez, dans toutes les spécialités, dans toutes les professions, il y a des Béninois à l'extérieur, notamment en médecine. Il faut dire que nous avons beaucoup de médecins généralistes
sur place. Nous avons beaucoup de médecins généralistes sur place. Si les conditions de travail, si les conditions de prise en charge de ces médecins spécialistes s'améliorent, ils vont rester. Ce sont des réflexions qui sont en cours au niveau du ministère pour adresser ces problématiques. Ces réflexions aboutissent, la situation va s'améliorer, mais il y a vraiment quelque chose à faire pour que nos jeunes qui s'en vont en masse, puissent rester. Vous savez, nous on a accepté certains sacrifices en son temps que les jeunes n'acceptent plus aujourd'hui. Il y a des propositions à leur faire. Tout n'est pas dans le salaire. Il y a aussi d'autres conditions de prise en charge comme le logement, le déplacement qui peut peut-être faire qu'ils restent un peu plus dans le pays. Alors, à vous entendre, professeur Eugène Zoumeno, lorsqu'on en arrive à la réanimation au CLHU de Cotonou, il est fort à craindre de ne plus ressortir vivant, c'est ça? C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas vrai du tout. Parce que malgré les moyens qui ne sont pas toujours à la hauteur, il y a un travail important qui se fait. Et je vous disais tout à l'heure, tout dépend dans quel état les patients parviennent à l'hôpital. Quand on attend que le mal s'aggrave, quand on attend d'être en situation très difficile avant de venir à l'hôpital, il n'y a rien à faire. Nous aurons une mortalité importante. Mais je vous assure, il y a des statistiques. Ceux qui viennent, ceux que nous arrivons à avoir à temps, nous les sauvons. Nous les sauvons. Et je dois remercier et féliciter le personnel qui travaille en réanimation, qui fait ce travail difficile, la direction du CNHU, qui fait des efforts au quotidien pour améliorer les conditions de travail. Les conditions que j'ai aujourd'hui sont meilleures. Parce qu'il y a quelques mois, il y a quelques années, il y a un effort d'équipement qui est fait, notamment en respirateur, avec l'aide du ministère de la Santé. Il y a des respirateurs que nous avons récupérés du système de prise en charge de Covid. Il y a un certain nombre de respirateurs qui ont été récupérés. Il y a des appareils de surveillance qui ont été récupérés. Mais le mal, c'est que ça vient un peu comme pour éteindre un feu. C'est des actions qui viennent pour éteindre un feu. Alors que ce dont nous avons besoin maintenant, c'est une réhabilitation en profondeur du service de réanimation au CNHU, parce que c'est le service le plus important. C'est le service le plus important. Nous tous, si nous avons un mal qui fait que nous avons une détresse vitale, nous respirons mal, nous sommes inconscients, c'est pratiquement le seul service où nous pouvons aller. Donc c'est un service qui a besoin d'une réhabilitation en profondeur. Les réflexions sont en cours pour que ça puisse se faire dans les mois. Quel est le plaidoyer que vous faites, professeur, pour accélérer les choses? Parce que c'est quand même urgent. Je ne vais pas enfoncer une porte qui est déjà ouverte. Les réflexions sont déjà en cours. Mais la situation de Dakar vient nous rappeler cruellement qu'il faut aller vite. Oui, il faut aller vite. Nous irons vite. Les projets sont déjà en cours et ça va se faire. Le service de réanimation du CNHU va être réhabilité en attendant que les autres projets du gouvernement, notamment la construction des hôpitaux de Togwé, où il est prévu un grand service de réanimation, puisse voir le jour, en attendant que l'hôpital de référence d'Abomey-Calavi, qui a un grand service de réanimation de pointe, voit le jour. D'accord. C'est vrai que vous êtes très occupé actuellement, professeur Zoumeno. On a dû aller vous chercher rapidement pour répondre à quelques-unes de nos questions. Les téléspectateurs et auditeurs qui vous suivent en ce moment ont envie de savoir, revenant sur le cas de
de Dassa, bien évidemment, ont envie de savoir combien à peu près de personnes vous avez sous la main à sauver. Dans le cadre... Oui, dans le cas, oui, parce que chaque jour, le décompte macabre se poursuit. Vous avez dit que vous avez connu quelques décès actuellement. Combien il reste chez vous? Combien ont été référés? Et puis, quel est le point? Est-ce que vous pouvez nous le faire? Je vous le demande comme ça. Non, je crois que je ne suis pas habilité à faire ce point. Je ne suis pas là pour alarmer. Je crois que je me dis plutôt que des choses qui sont positives, que les blessés qui sont venus en réanimation au CNHU ont bénéficié de tous les soins appropriés. Les moyens ont été mis à disposition. La pharmacie de l'hôpital a mis tous les médicaments dont nous avions besoin qui étaient disponibles. Sur place ont été mis à disposition pour les soigner. Nous avons encore, je ne vais pas dire de nombre, nous avons encore des brûlés graves dont nous continuons de nous occuper actuellement dans le service de réanimation et nous espérons que ceux-là vont survivre. Nous allons certainement vous laisser repartir à votre tâche, professeur Eugène Zoumeno, mais avant, vous allez conclure cet entretien exclusif que vous nous avez accordé plutôt dans le cadre de ce sinistre que notre pays a connu. Vous comprenez bien que c'est un entretien difficile dans les circonstances, compte tenu des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, la gravité de l'accident, l'importance des dégâts, le nombre de décès sur place, le nombre de blessés graves que nous avons reçus aussi bien à Calavi qu'au CNHU, le nombre de brûlés graves pris en charge en réanimation au CNHU, dont beaucoup avaient été brûlés à plus de 60 à 80%. Beaucoup ont inhalé des fumées, ont des lésions respiratoires très importantes. Mais ce que je retiens, c'est la rapidité des moyens qui ont été mis en place malgré les difficultés. Malgré les difficultés, c'est une leçon qui est donnée encore une fois au système de santé du Bénin qui s'améliore, mais certaines améliorations visiblement sont lentes, mais les choses vont s'accélérer dans les mois, dans les semaines, les mois à venir, et j'espère que nous allons nous retrouver dans des circonstances où nous aurons moins de victimes quand nous nous trouvons devant des accidents et des catastrophes de ce genre. Justement, pendant que vous en parlez, est-ce que vous avez quelques conseils à donner à des gens qui se retrouvent pris au piège d'un incendie comme ce qu'on a connu là? Quels sont les premiers réflexes à avoir, si possible, professeur? Quand on peut sortir, c'est quand on peut s'extraire du lieu d'incendie, c'est le plus important, mais plus on passe du temps sur le lieu, plus on a le risque d'inhaler des fumées, plus on a le risque de se retrouver dans une situation grave. Mais c'est difficile. Quand vous vous retrouvez, vous êtes piégé. Je crois que le plus important, c'est les secours. C'est difficile de dire à celui qui est piégé dans un incendie ce qu'il va faire. C'est comment faire. On doit plutôt travailler, œuvrer à ce que quand ce genre d'accident arrive, nous qui sommes à l'extérieur puissions avoir les moyens d'aller au secours le plus rapidement possible. D'accord. Merci beaucoup, professeur Eugène Zoumeno. C'est moi qui vous remercie. D'avoir accepté cet entretien. Nous vous avons pris, je le rappelle très rapidement, nous vous avons pris sur le vif et nous avons voulu rester collés à l'actualité de ce terrible accident qui a eu lieu à Dassa il y a une semaine exactement. Nous vous laisserons repartir donc à votre travail pour continuer à prendre soin des nôtres qui sont restés sous votre responsabilité. Un dernier appel quand même, c'est
demander aux jeunes médecins que nous formons, aux jeunes médecins généralistes et médecins spécialistes que nous formons, d'avoir la patience de rester et de voir l'amélioration du système de santé cette amélioration pour laquelle nous sommes en train de travailler depuis 2016. Nous sommes en train de travailler pour cette amélioration. Les choses sont difficiles, mais l'avenir, moi j'ai foi en un avenir meilleur pour le système de santé au Bénin. Mais une fois qu'on aura fait tout ça, il faut qu'il y ait des Béninois formés, compétents pour soigner les Béninois. Je demande aux jeunes de rester, d'avoir un peu de patience et de voir comment les conditions de travail vont s'améliorer dans le pays. C'est un message important qu'il faut adresser à tous ces jeunes médecins formés, qu'ils soient généralistes ou spécialistes, pour qu'ils contribuent à soigner les populations. Notre pays en a besoin, les Béninois en ont besoin. Merci, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM, pour avoir consacré ces quelques minutes à suivre l'entretien que nous a accordé le professeur Eugène Zoumeno. Pour les familles éplorées, encore une fois, nos sincères condoléances. Nous continuerons de pleurer nos morts pour longtemps encore, et notre prière, c'est que de tels accidents, de tels incendies ne se répètent plus à l'avenir, puisque notre pays a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles pour son développement intégral. Je vous retrouve dimanche prochain, si Dieu le veut, pour un autre numéro de votre émission, l'entretien du dimanche. Pour le moment, passez d'agréables moments à l'écoute de la radio Diaspora FM, mais surtout, prenez du plaisir à suivre également les programmes de Eden Télévision. À dimanche prochain.